Bonjour, on va voir aujourd'hui le cours des toxi-infections et des intoxications alimentaires. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On va voir une introduction, une définition, le rôle des aliments, l'origine des contaminations microbiennes, les conditions de multiplication des micro-organismes dans et sur les aliments. On va voir dans un premier lieu les intoxications ou les toxi-infections alimentaires d'origine bactérienne. Deuxièmement, les infections alimentaires d'origine virale. Troisièmement, les infections alimentaires d'origine parasitaire. En dernier lieu, les intoxications alimentaires dues aux amines biogènes. À la fin de ce cours, vous serez capable de définir premièrement qu'est-ce qu'une toxi-infection ou une intoxication alimentaire. Deuxièmement, de décrire les principaux micro-organismes responsables de toxi-infection et d'intoxication alimentaire. Et en dernier lieu, de citer les principaux aliments qui peuvent véhiculer ces micro-organismes. On commence par une introduction. L'infection, elle correspond à la pénétration dans l'organisme d'un agent pathogène. Cet agent pathogène peut être un champignon, une bactérie, un protozoaire, un virus ou une toxine éventuellement produite par un de ces agents. Le degré d'infection et la sévérité des symptômes dépendent de plusieurs facteurs, notamment, premièrement, le type et la nature de souche du micro-organisme. Donc, certaines espèces et souches sont plus virulentes que d'autres. Le deuxième facteur, c'est la dose ingérée. Bien sûr, à dose élevée, les symptômes sont plus sévères et la période d'incubation est plus courte. Le troisième facteur, c'est le système immunitaire de l'hôte. Donc, chez les enfants, les personnes âgées, les patients hospitalisés et les femmes enceintes, le système immunitaire est faible et par conséquent. Donc, les agents infectieux peuvent pénétrer dans l'organisme par différentes façons, soit par voie respiratoire, par voie urinaire, par le biais du tractus digestif, par une plaie qui se trouve sur la peau. Donc, les toxi-infections et les intoxications alimentaires sont des cas particuliers d'infection où les agents infectieux ou l'agent infectieux plutôt est véhiculé par un aliment. Donc, c'est quoi une intoxication alimentaire? On parle d'une intoxication alimentaire lorsqu'une personne ingère un aliment contenant des toxines bactériennes, comme par exemple la toxine botulinique ou la toxine staphylococcique, ou des mycotoxines qui sont des toxines sécrétées par des moisissures. Donc, une intoxication alimentaire, elle correspond à l'ingestion d'un aliment qui contient une toxine préformée. Cette toxine peut être sécrétée par une bactérie ou par un champignon. Le terme est aussi utilisé pour désigner les intoxications dues à l'ingestion d'aliments qui contiennent des métaux lourds ou des molécules chimiques toxiques telles que les pesticides. C'est pourquoi on préfère d'utiliser le terme intoxination alimentaire pour désigner les intoxications alimentaires d'origine microbienne. Ça veut dire la toxine, elle est sécrétée par une bactérie ou par un champignon. Une toxi-infection alimentaire, TIA, elle est définie comme un ensemble de dysfonctionnements de l'organisme qui résulte de l'ingestion d'un aliment contaminé par des micro-organismes pathogènes, qu'il s'agit de bactéries, de virus ou de parasites. Donc, dans le produit alimentaire, la prolifération microbienne atteint 10 puissance 6 à 10 puissance 7 éléments par gramme pour pouvoir provoquer une toxi-infection à l'intérieur de l'organisme humain. Parmi les germes qui peuvent être à l'origine de toxi-infections alimentaires, on peut citer de nombreuses espèces comme les salmonella, le Clostridium perfringens, le Bacillus cereus, le Streptococcus faecalis et de nombreuses entérobactéries. Une toxi-infection alimentaire collective, TIAC, est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire qui a lieu lorsqu'il existe au moins 2 cas groupés avec des manifestations similaires dues à une contamination par un micro-organisme ou
une toxine. Les plus grandes infections alimentaires ou toxi-infections alimentaires collectives sont des crises alimentaires. Donc, une toxi-infection alimentaire collective est une toxi-infection alimentaire qui regroupe deux personnes au plus avec la même symptomatologie qui est due à un même micro-organisme et ce micro-organisme a comme origine un aliment. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a vu comme définition? Donc, on parle d'intoxication alimentaire lorsque le micro-organisme se multiplie dans l'aliment et excrète une toxine, et par conséquent, lorsque l'aliment est ingéré par l'homme, il y aura une réponse immunitaire ou une réponse inflammatoire due à l'ingestion de la toxine. Donc, on parle d'intoxination ou d'intoxication alimentaire. Deuxièmement, lorsque le micro-organisme se multiplie dans l'aliment et excrète des toxines ou des métabolites toxiques, bien sûr, le seuil de multiplication dépasse 10 puissance 7 bactéries par gramme de produit. Lorsque cet aliment sera ingéré par l'homme, il y aura une réponse à l'absorption de la substance toxique qui est la toxine, il y aura une multiplication microbienne et la localisation de cette multiplication sera bien sûr intestinale. Dans ce cas-là, on parle de toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire non seulement on aura une infection alimentaire qui est due à la multiplication du micro-organisme, mais aussi une intoxication alimentaire due à la présence ou à la sécrétion de toxines par ce micro-organisme. Donc, on parle de toxi-infection d'origine alimentaire. Le troisième cas, lorsque le micro-organisme est porté par l'aliment, et bien sûr l'homme ingère cet aliment, on aura une multiplication du micro-organisme chez le consommateur ou à l'intérieur de l'organisme humain, et cette multiplication va provoquer bien sûr une maladie, et dans ce cas-là, on parle d'infection d'origine alimentaire. Donc, une infection d'origine alimentaire, elle est due à la multiplication du micro-organisme porté par l'aliment à l'intérieur de l'organisme. On parle de toxi-infection d'origine alimentaire lorsqu'il y aura les deux, non seulement la multiplication de micro-organismes dans l'organisme humain, mais aussi la sécrétion de toxines. Donc, on parle de toxi-infection d'origine alimentaire. On parle d'intoxication alimentaire lorsqu'on ingère un aliment qui contient auparavant une toxine préformée. Et donc, la maladie, elle sera due à la toxine, d'accord, et non pas à la multiplication du micro-organisme à l'intérieur de l'autre. Maintenant, on va voir le rôle des aliments. L'aliment peut jouer deux rôles. Un rôle passif, c'est-à-dire que l'aliment n'est qu'un simple véhicule de micro-organismes, par exemple Brucella, et donc le micro-organisme va se multiplier à l'intérieur de l'organisme pour causer la maladie. Le deuxième rôle, qui est le rôle retrouvé le plus en pathologie alimentaire, donc l'aliment aura un rôle actif, c'est-à-dire il sera le siège de multiplication de l'agent pathogène ou du micro-organisme avec ou sans production de toxines. Maintenant, on va voir l'origine des contaminations microbiennes. Donc, les aliments sont soit d'origine végétale ou animale, et la flore normalement associée aux plantes et aux animaux est donc potentiellement présente sur ces aliments. De plus, un apport microbien exogène est souvent inévitable, surtout par l'environnement, par le contact avec l'homme ou par les On commence par les sources primaires de micro-organismes. Donc la contamination primaire des matières premières, elle se fait soit à cause de l'eau, à cause du sol, à cause de l'air et des poussières, et à cause du produit lui-même,
c'est-à-dire la flore bactérienne associée au produit lui-même. Lorsqu'il est transformé, les matières premières subissent de nouvelles contaminations propres au contexte de l'usine et aux processus technologiques qui conduisent aux produits finis. Donc, la contamination par les micro-organismes présents naturellement sur les aliments, donc la peau des animaux, les enveloppes des fruits et des légumes, les coquillages, des œufs, ils constituent des barrières naturelles que les cellules microbiennes ne peuvent pas en principe les traverser. Mais lorsqu'on découpe les carcasses des animaux, les poils et les cuirs peuvent être une source de contamination de ces viandes. Le lait peut être contaminé ou souillé par les micro-organismes déposés sur la mamelle. De plus, lors de la cueillette des fruits et des légumes, les cellules microbiennes peuvent pénétrer à l'intérieur des tissus et altérer donc le produit. Deuxièmement, la contamination peut se faire au cours des traitements d'élaboration des produits alimentaires. Donc, au cours du processus industriel, la contamination des produits de la matière première va se diversifier, entraînant une transformation de la flore. Donc, les opérations technologiques vont conduire à des modifications des caractères physico-chimiques du produit, ce qui va provoquer des phénomènes de sélection et de prédominance de certains genres et espèces microbiens au détriment d'autres. La troisième source de contamination, c'est que cette contamination peut se faire au cours du processus de stockage, de transport et de commercialisation du produit. Donc, toute variation dans les conditions de stockage, de transport du produit va entraîner une prolifération des micro-organismes contaminants. Donc, des problèmes de contamination lors de la commercialisation se posent, en particulier pour les produits carnés, tels que les viandes et les charcuteries, les plats cuisinés et les repas de restauration collective. Donc, au stade ultime de la fabrication, le produit fini contient une flore. Cette flore, elle est la résultante de son histoire. Il a subi des contaminations successives qui ont pu se développer, mais aussi des traitements de stabilisation qui ont eu pour effet de les réduire. L'objectif industriel est d'obtenir un produit conforme à la réglementation de façon à éviter les altérations microbiennes qui nuisent à la qualité marchande et pour éviter les intoxications et les toxi-infections alimentaires qui sont dangereuses pour la santé du consommateur. Donc, la flore finale qui va se retrouver sur le produit fini, c'est la résultante de toute l'histoire de l'aliment, depuis la matière première jusqu'au produit fini, donc en passant par le processus de fabrication, par le processus de stockage, par le processus de transport et par le processus de commercialisation. Maintenant, on va voir un point très important qui est la condition ou les conditions de multiplication des micro-organismes dans et sur les aliments. Bien sûr, le développement des micro-organismes présents dans un milieu, il est qualitativement et quantitativement déterminé par les caractéristiques physico-chimiques de ce dernier. Donc, les conditions physico-chimiques du milieu, ils vont agir sur la vitesse des réactions enzymatiques, soit d'une façon positive ou d'une façon négative, et ont des répercussions aussi sur le métabolisme et la multiplication cellulaire. Le développement microbien est affecté tout d'abord par la composition générale du milieu, c'est-à-dire par la nature de la source d'énergie et par la nature de source de carbone, et par la présence d'eau, des minéraux et des facteurs de croissance nécessaires. Cette composition est en relation directe avec certains paramètres tels que le pH, l'activité de l'eau ou le potentiel d'oxydoréduction. Donc, la croissance microbienne est également affectée par d'autres paramètres qui font plutôt partie de l'environnement du produit, comme par exemple la concentration de l'oxygène dans l'air et la température. Donc, si on résume ce qu'on a dit, les conditions de multiplication des micro-organismes dans les aliments dépendent de deux types de facteurs. Des facteurs intrinsèques qui sont liés à l'aliment lui-même et des facteurs extrinsèques qui sont liés à l'environnement de l'aliment.
Les facteurs intrinsèques sont représentés par la structure physique de l'aliment. Est-ce que l'aliment est sous forme solide ou là sous forme liquide? Les agents microbiens ou là, les agents antimicrobiens naturellement présents dans l'aliment. Est-ce que l'aliment contient des agents antimicrobiens de façon naturelle ou non? La composition chimique de l'aliment, c'est-à-dire est-ce qu'il est riche en glucides, en lipides, en protéines, le pH de l'aliment et l'activité de l'eau de l'aliment qui sont tous les deux liés à la composition chimique de celui-ci. Les facteurs extrinsèques qui sont liés à l'environnement de l'aliment, ils sont représentés par la température et par la présence et la concentration de gaz dans l'environnement. On commence par la composition chimique de l'aliment. Donc les aliments qui sont riches en glucides, tels que les pains, les confitures et les fruits, sont favorables au développement des champignons. Et donc, on aura peu d'odeurs qui sont dégagées en général. Par contre, les aliments riches en protéines ou en graisses, c'est-à-dire en lipides, tels que les viandes et les beurres, sont favorables au développement bactérien et par conséquent, ce développement va générer une odeur et donc il y aura une putréfaction de ces aliments. Le deuxième paramètre, c'est le pH de l'aliment. Donc le pH des aliments, il dépend des quantités de substances acides ou de substances basiques présentes, mais aussi de l'effet tampon du produit, lequel est surtout lié à sa teneur en protéines. Certaines bactéries pathogènes ou des bactéries d'altération sont plus sensibles au pH comme Clostridium ou Pseudomonas. D'autres le sont beaucoup moins comme Escherichia coli, Salmonella et Staphylococcus. Donc, les bactéries se développent en général sur des milieux avec un pH qui varie entre 4,5 et 9, avec un optimum qui va se situer entre 6,5 et 7,5. La plupart des champignons sont acido-résistants et leur optimum de croissance se situe entre 4 et 6. Le troisième facteur, c'est l'activité de l'eau ou la teneur de l'aliment en eau. Donc, les micro-organismes ont besoin pour se multiplier d'une eau disponible. La disponibilité de cette eau est caractérisée par son activité. Ce paramètre, donc l'activité de l'eau, elle correspond au rapport de la pression partielle de l'eau dans l'aliment à celle de l'eau pure. Donc, l'activité de l'eau, qu'on symbolise par les deux lettres A, W, elle correspond au rapport entre la pression de vapeur de l'eau de cet aliment sur la pression de vapeur de l'eau pure. Elle varie entre 0 et 1. Plus elle est proche de 1, plus l'eau ou l'aliment contient une eau disponible pour être utilisée par les micro-organismes pour se multiplier. Plus elle est proche de 0, plus l'eau n'est plus disponible dans cet aliment et donc les micro-organismes ne peuvent pas se multiplier. Donc cette activité, elle dépend de la présence d'éléments dissous tels que les sucres et les sels et de la température. Bien sûr, si un aliment est riche en sucre ou il est riche en sel, les sels et les sucres vont emprisonner l'eau présente à l'intérieur de cet aliment et donc cette eau ne sera plus disponible pour permettre la multiplication des micro-organismes et donc tous les aliments salés ou sucrés sont défavorables pour la multiplication micro. Les micro-organismes capables de se développer dans des produits à faible activité d'eau sont qualifiés ou sont nommés comme étant des micro-organismes xérophiles. Ceux qui poussent dans des milieux fortement sucrés ou fortement salés sont appelés respectivement osmophiles ou halophiles. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a dit? Un micro-organisme qui est capable de se multiplier dans un aliment à faible activité d'eau est nommé xérophile. Un micro-organisme qui peut se multiplier dans un aliment sucré, il est appelé osmophile. Et un micro-organisme qui peut se développer dans un aliment salé, il est appelé halophile. Les moyens utilisés pour abaisser l'activité d'eau dans un aliment sont nombreux. Par exemple, la congélation ou la déshydratation, ou qu'on peut utiliser
des additifs, c'est-à-dire on peut ajouter des substances qui vont diminuer l'activité de l'eau, comme par exemple le salage, c'est-à-dire on va ajouter à l'aliment du sel, ou le sucrage, on peut ajouter à l'aliment du sucre. Le quatrième facteur, c'est le potentiel d'oxydoréduction, qu'on le symbolise P au R, et la concentration de l'oxygène. Donc le potentiel d'oxydoréduction, il mesure la facilité avec laquelle un milieu perd ou gagne des électrons. Si le milieu perd facilement des électrons, il est appelé réducteur et par conséquent son potentiel d'oxydoréduction il est négatif. Si un milieu gagne facilement des électrons, il est appelé oxydant et son potentiel d'oxydoréduction sera positif. Un milieu contenant des substances fortement hydrogénées, des radicaux SH, des sucres réducteurs ou d'autres composés tels que l'acide ascorbique ou des tocophérols sera un milieu réducteur et c'est le cas de plusieurs ou de nombreux produits alimentaires. Un faible potentiel d'oxydoréduction, c'est-à-dire un milieu réducteur, il est favorable pour le développement de micro-organismes. Donc, plus un milieu il est réducteur, plus il est favorable pour la multiplication des micro-organismes, plus il est oxydant, plus il est défavorable pour la multiplication des micro-organismes. Donc, selon la concentration de l'oxygène, les micro-organismes sont classés en fonction de leur exigence en oxygène en 4 catégories. On peut distinguer les aérobies strictes, les aérobies facultatifs, les anaérobies strictes et les micro-aérophiles. Un micro-organisme aérobie strict, c'est un micro-organisme qui exige de l'oxygène comme un accepteur final d'électrons. Ils ne sont pas capables d'utiliser, c'est-à-dire ces micro-organismes ne sont pas capables d'utiliser une voie fermentaire, c'est-à-dire ils ne peuvent pas fermenter la source d'énergie ou la source de carbone, et ils disposent d'une catalase pour éliminer le peroxyde d'hydrogène formé. Comme exemple de micro-organismes aérobie stricts, c'est le Pseudomonas, le Micrococcus et le Bacillus. Donc, en résumé, un micro-organisme aérobie strict, c'est un micro-organisme qui exige obligatoirement de l'oxygène pour se multiplier. Pourquoi? Parce qu'il l'utilise comme un accepteur final d'électrons et il ne peut pas effectuer la fermentation et il est toujours catalase positive, c'est-à-dire un micro-organisme aérobie strict, il est obligatoirement catalase positive. La deuxième catégorie de micro-organismes, selon l'exigence en oxygène, ce sont les aérobies facultatives, comme par exemple les entérobactéries et les staphylocoques. Donc, un aérobie facultative, ils peuvent se multiplier en présence ou en absence d'oxygène, c'est-à-dire ils peuvent faire la respiration en présence d'oxygène, comme ils peuvent faire la fermentation. Ils possèdent une chaîne respiratoire et les enzymes nécessaires à la fermentation, c'est-à-dire la chaîne respiratoire qui sont les enzymes nécessaires à la respiration en présence d'oxygène et les enzymes fermentaires sont les enzymes nécessaires pour effectuer la fermentation, c'est-à-dire la respiration en milieu anaérobie ou en absence d'oxygène et sont catalase positifs. D'accord? La troisième catégorie, ce sont les anaérobies strictes. Les anaérobies strictes, donc, ils ont comme caractéristique, donc, ils ne peuvent pas se multiplier en présence d'oxygène, ils se multiplient seulement en absence d'oxygène, d'accord? Ils sont fermentatifs, ou là, ils sont fermentaires obligatoires, c'est-à-dire ils ne peuvent pas respirer en présence d'oxygène. Comme exemple, on a les Clostridium, le Bacteroides, le Peptococcus et Propionibacterium. La quatrième catégorie de micro-organismes, ce sont les micro-aérophiles. Les micro-aérophiles sont des micro-organismes qui sont capables de se multiplier en présence d'une faible concentration d'oxygène. D'accord? Comme exemple, Lactobacillus, Streptococcus et Pediococcus.
Ces propriétés expliquent la diversité des altérations qu'on peut rencontrer en milieu alimentaire. Donc les moisissures, c'est-à-dire les champignons et les levures aérobies strictes, se développent en surface en formant des voiles plus ou moins épais. Les levures fermentaires se multiplient en profondeur avec une production de gaz. Les clostridiums ne se développent qu'en absence d'oxygène, par exemple en masse dans une viande ou dans les boîtes à conserve. Les pseudomonas ne se développent qu'en présence d'oxygène, c'est-à-dire ils se développent à la surface des aliments. Et les lactobacillus, qui sont des micro-organismes micro-aérophiles, ne se développent qu'à une teneur réduite en oxygène. Le cinquième facteur qui va conditionner la multiplication des micro-organismes sur les aliments, c'est la structure physique de l'aliment lui-même. Ça, c'est une caractéristique qui a un grand rôle à jouer dans la multiplication. Pourquoi? Parce que le broyage ou le hachage des aliments, il va augmenter la surface de la nourriture et brise les cellules. De cette façon, les germes peuvent se multiplier facilement à l'intérieur de l'aliment et rendre le produit insalubre, c'est-à-dire qui n'est pas apte à être consommé. De plus, la présence de pelures pour les fruits et les légumes, elle agit comme une barrière contre les micro-organismes. Donc, si on enlève cette pelure pour les fruits et les légumes, donc on rend le produit ou l'aliment vulnérable et à la multiplication, bien sûr, micro. Le dernier facteur intrinsèque qui va conditionner la multiplication des micro-organismes, c'est la présence naturelle des agents antimicrobiens. Donc, certains aliments contiennent naturellement des agents antimicrobiens, comme par exemple la lysine que contient l'ail et le génol que contient les clous de girofle. Les facteurs extrinsèques, on commence premièrement par la température. Donc la majeure partie des micro-organismes, ils vont se multiplier dans un intervalle de température plus ou moins 20 degrés. En fonction de la température, optimale de croissance, on distingue 4 ou plutôt 3 catégories de micro-organismes. On a premièrement les psychotrophes et les psychrophiles. Donc, les psychrophiles sont des micro-organismes adaptés au froid. On les rencontre dans peu de milieux. Donc, on les rencontre peu en milieu alimentaire, mais plutôt dans les régions polaires. Ils se développent à des températures allant de 0 degré et en un optimum, donc ils peuvent se développer à une température qui est égale à 0 degré et en un optimum de croissance qui se situe entre 15 et 20 degrés. Les psychotrophes, ou mieux connus, sont les mieux connus. Ils sont capables de s'adapter et se développer à des températures proches de 0 degré, mais ils ont un optimum qui se situe entre 25 et 35 degrés, ce qui les rapproche des misophiles. Ils sont caractérisés par un métabolisme lent. Ils sont peu compétitifs avec les autres germes quand la température augmente. Les psychotrophes sont dominants dans toutes les denrées réfrigérées, dans les viandes, les poissons, le lait et les légumes. On rencontre de nombreuses bactéries dans ce groupe de bactéries psychotrophes, comme par exemple Pseudomonas, Alcaligenes, Aeruginium et Streptomyces. Notons aussi que les levures et les moisissures sont pour la plupart des psychotrophes. Donc, un psychrophile, ce sont des bactéries qui se développent à 0 degré avec une température optimum qui se situe entre 15 et 20 degrés. Ils sont peu rencontrés en milieu alimentaire, ils sont surtout présents dans les régions polaires. Par contre, les psychotrophes sont des bactéries qui peuvent se développer à 0 degré, mais qui ont un optimum, c'est-à-dire une température optimale qui se situe entre 25 et 35 degrés. Ils sont fortement représentés, sont fortement présents dans les milieux alimentaires, surtout dans les denrées réfrigérées, comme les viandes, les poissons, les laits et les légumes.
comme par exemple on trouve dans ce groupe Pseudomonas alcaligenes, Erwinia streptomyces, ainsi qu'une bonne partie des levures et des moisissures. La deuxième catégorie de micro-organismes, ce sont les mésophiles. Les mésophiles sont des bactéries qui peuvent se développer à des températures allant de 20 à 45 degrés avec un optimum qui se situe à 37 degrés. On les décèle dans les aliments conservés à une température ambiante ou dans les aliments réfrigérés lorsque la chaîne de froid a été rompue. Les principaux genres et espèces bactériens sont représentés dans le groupe des mésophiles. Ce sont des espèces communes et les espèces pathogènes pour l'homme et l'animal et sont pour la plupart des saprophytes naturels. Donc la plupart des micro-organismes qu'on rencontre en pathologie humaine et animale sont des mésophiles qui sont capables, qui ont un optimum, une température optimale située à 37 degrés. D'accord? Et sont pour la plupart des saprophytes. La troisième catégorie des micro-organismes, ce sont les thermophiles. Donc, les thermophiles sont des micro-organismes capables de proliférer à haute température allant de 45 à 65 degrés avec un optimum situé à 55 degrés. Les thermophiles se rencontrent dans l'eau, dans l'air et dans le sol. Ils sont représentés surtout par des genres bactériens comme Bacillus et Clostridium et par des moisissures du genre Aspergillus. Donc, les moisissures du genre Aspergillus, les Bacillus et les Clostridium sont des bactéries thermophiles qui supportent des températures élevées et qui ont un optimum de croissance situé à 55 degrés. Le deuxième facteur extrinsèque et qui va conditionner la multiplication des micro-organismes, c'est la présence et la concentration des gaz. Donc, bien sûr, une augmentation de la teneur en CO2 jusqu'à 10%, une diminution de la concentration en oxygène permettent une meilleure conservation des fruits et des légumes en retardant le développement de certains micro-organismes et plus particulièrement les moisissures qui sont des micro-organismes aérobies et bien sûr, lorsque la teneur en CO2 sera élevée, ils ne peuvent pas se multiplier. Une atmosphère d'azote ou un conditionnement sous vide permet d'éviter des contaminations par des micro-organismes aérobies. Maintenant, on va voir un tableau qui va récapituler les principales maladies infectieuses qui ont pour origine les aliments. On a premièrement les comme micro-organisme Bacillus cereus. Ce micro-organisme, il va engendrer une toxi-infection alimentaire. Les aliments incriminés sont les aliments amylacés, c'est-à-dire les aliments sucrés comme le riz, les aliments sucrés, les aliments amylacés, les viandes, les sauces, les gâteaux, les laits et les laits en poudre. Campylobacter jejuni, il va engendrer une infection alimentaire et les aliments incriminés sont les volailles et les produits laitiers. Le Clostridium perfringens, il va causer une toxi-infection alimentaire. Le Clostridium perfringens va causer une toxi-infection alimentaire et les aliments incriminés sont les viandes et les dérivés cuits et réchauffés. E. coli du sérotype O157H7 va causer une toxi-infection alimentaire et les aliments incriminés sont les viandes et surtout la viande de bœuf. Les E. coli entéropathogènes vont causer une infection alimentaire et les aliments incriminés sont surtout les viandes. Listeria monocytogenes va causer une infection alimentaire et les aliments incriminés sont les viandes et les produits laitiers. Salmonella va causer une infection alimentaire et les produits concernés sont les volailles, les viandes, les œufs et les produits laitiers. Staphylococcus aureus, il va causer une intoxication alimentaire et les aliments incriminés sont les viandes et les produits pâtissiers. Et Streptococcus, les bactéries du genre Streptococcus vont causer des infections alimentaires et les aliments incriminés sont surtout les viandes et les produits laitiers. Yersinia enterocolitica va causer une infection alimentaire et les aliments incriminés sont le lait et les viandes.
Clostridium ou Cryptosporidium par exemple, il va causer une infection alimentaire et les aliments incriminés sont les viandes crues ou insuffisamment cuites. Cyclospora caetanosus va causer une infection alimentaire et les aliments concernés sont surtout les produits frais tels que les salades. Giardia lamblia va causer une infection alimentaire et les aliments concernés sont les viandes. Toxoplasma gondii va causer une infection alimentaire et les aliments concernés sont les viandes crues. On commence maintenant par les toxi-infections alimentaires d'origine bactérienne. On va voir 7 bactéries qui sont responsables de toxi-infections alimentaires, à savoir Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, E. coli avec les différents sérotypes pathogènes ou les souches pathogènes. On va voir aussi Salmonella, Staphylococcus aureus, Campylobacter et les bactéries du genre Campylobacter. On commence par le Clostridium perfringens. Donc les Clostridium sont des gros bacilles à grains positifs. Ils sont anaérobies stricts, ils sont sporulés. Au sein de ce groupe, Clostridium perfringens est l'espèce la plus fréquemment mise en cause dans les intoxications d'origine alimentaire. Son aptitude à sporuler lui confère une grande thermorésistance. Sa température optimale de croissance est de 45 degrés, ce qui peut expliquer sa persistance au sein d'un morceau de viande après la cuisson et sa capacité de se multiplier dans la zone profonde. Les Clostridium perfringens sécrètent plusieurs toxines antigéniquement différentes et qui permettent de distinguer 5 types ou 5 sérotypes de Clostridium perfringens A, B, C, D et E. Certaines souches de Clostridium perfringens A produisent aussi une entérotoxine constituée de 2 sous-unités. Une sous-unité hydrophile et une sous-unité hydrophobe. La distinction est importante car seules ces souches sont susceptibles de provoquer des intoxications alimentaires, c'est-à-dire seules les souches de Clostridium perfringens A qui sécrètent cette entérotoxine sont impliquées dans les intoxications d'origine alimentaire. La mise en évidence de Clostridium perfringens dans les selles est en effet banale. Pourquoi? Parce que cette bactérie fait partie de la flore intestinale normale de l'homme. La sécrétion de l'entérotoxine est liée à la sporulation du germe. Lorsqu'un aliment contenant une grande quantité de formes végétatives est ingéré, ces dernières vont sporuler dans l'intestin et vont sécréter l'entérotoxine. Cette entérotoxine va se fixer sur la bordure antros de l'entérocyte par sa partie hydrophile et la partie hydrophobe passe à l'intérieur de la cellule pour exercer ses effets biologiques. Et bien sûr, la toxine va provoquer des lésions superficielles de l'épithélium. Elle va stimuler la sécrétion de l'eau et du NaCl. Les deux effets vont se conjuguer pour donner de la diarrhée. Les symptômes d'une intoxication à Clostridium perfringens, ils vont apparaître entre 8 à 12 heures après l'ingestion des aliments contaminés. Il s'agit du temps nécessaire à la sporulation et à la sécrétion de l'entérotoxine. Les deux signes cliniques les plus constants sont une diarrhée profuse et des douleurs abdominales. Il n'y a pas en général ni fièvre ni vomissement et la maladie regresse spontanément en 24 à 48 heures sans séquelles. Les aliments impliqués dans les toxi-infections par Clostridium perfringens sont les viandes, donc toutes les préparations à base de viande, d'accord, mais aussi les préparations culinaires réalisées à l'avance en grande quantité, comme par exemple les plats cuisinés. Donc, toutes les préparations à base de viande et tous les plats cuisinés préparés à l'avance vont constituer une source potentielle et favorable pour la multiplication de Clostridium perfringens. La deuxième bactérie, c'est le Bacillus cereus.
Donc, Bacillus cereus est un bacille à gram positif. Il est sporulé, il est aérobie, il possède une catalase et une lécitinase, et il est oxydase négatif. Il se cultive très bien sur les milieux ordinaires et sa température optimale de croissance se situe entre 30 et 37 degrés. Les températures extrêmes pour sa croissance varient de 5 à 55 degrés et sa croissance est inhibée par l'acide sorbique qui est un conservateur. Bacillus cereus sécrète pendant la phase exponentielle de la croissance deux types de toxines. Une toxine émétique thermostable, responsable de vomissement, une toxine diarrhéigène thermolabile, responsable de la diarrhée. Il existe donc des souches émétiques et des souches diarrhéigènes, et les deux souches peuvent coexister dans un même aliment. Donc, une intoxication à Bacillus cereus peut se manifester de deux façons. Soit par un syndrome émétique avec nausées, vomissements qui surviennent une demi-heure à 6 heures après l'ingestion de l'aliment et sont comparables à ceux provoqués par staphylocoque entérotoxique. Et le deuxième syndrome, c'est le syndrome diarrhéigène. Ça veut dire que la toxine sécrétée va provoquer une diarrhée et surtout, cette souche, elle a pu être mise en évidence dans les aliments riches en glucides, comme la purée de pommes de terre, les saucisses et les plats cuisinés. La troisième bactérie qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Clostridium botulinum. Donc le Clostridium botulinum, comme le Clostridium perfringens, c'est un bacille à gram positif, anaérobie stricte et sporulé. Donc, pour Clostridium botulinum, il y a 7 neurotoxines immunologiquement différentes qui correspondent à 7 types de Clostridium botulinum, qui sont le type A, B, C, D, E, F et J. Ça veut dire que Clostridium botulinum sécrète 7 types de neurotoxines qui permettent de distinguer 7 souches ou 7 types de Clostridium botulinum antigéniquement ou immunologiquement différents. Ces 7 types ont des caractères biochimiques sensiblement différents. La croissance de Clostridium botulinum n'est possible à des pH inférieurs à 4,5. Elle est aussi inhibée par le NaCl, les nitrates et les nitrites. Clostridium botulinum est un germe tellurique qui, à partir de la terre et des sédiments marins, peut passer dans l'intestin des animaux et par conséquent, il peut contaminer les poissons et les légumes. Le botulisme. On va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire le botulisme. Le botulisme, c'est une maladie paralytique rare, mais elle est très grave. Elle est due à la sécrétion d'une neurotoxine bactérienne qui est la toxine botulique ou la toxine botulinique. Cette toxine est sécrétée par des espèces du genre Clostridium. La toxine botulinique est la plus puissante de toutes les toxines connues dans la nature, mais elle est sensible à la chaleur et à une exposition prolongée à l'oxygène. C'est pourquoi l'intoxication se produit généralement quand on consomme des produits mis en bocal de verre ou en boîte métallique avec trop peu de précaution. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, c'est-à-dire en boîte métallique ou en bocal en verre, il y aura une anaérobiose qui va favoriser la multiplication de Clostridium botulinum et donc la sécrétion de sa toxine. Maintenant, on va voir les modalités de contamination de l'homme. Comment l'homme peut contracter le botulisme. Donc, la maladie n'est pas transmissible entre les individus, mais elle est provoquée ou elle résulte de l'ingestion d'un aliment contaminé. On distingue 3 types de botulisme qui selon le mode de contamination. Soit une intoxication botulinique due à l'ingestion de la toxine botulinique préformée dans l'aliment, et c'est la forme la plus fréquente chez l'adulte. La deuxième forme, c'est la toxi-infection botulinique causée par l'ingestion de bactéries ou de spores de Clostridium botulinum. Cette forme a été observée surtout chez les jeunes enfants
âgés moins de 9 mois et dans certaines régions du monde. La multiplication de Clostridium neurotoxinogène dans l'intestin s'accompagne d'une production de toxines qui va atteindre ensuite les motoneurones. Une flore intestinale qui est incomplètement constituée ou incomplètement fonctionnelle dans les premiers mois de vie va favoriser la germination et la multiplication de Clostridium chez les enfants. Le botulisme par toxi-infection alimentaire est aussi observé chez les adultes dans certaines régions. La troisième forme de botulisme, c'est le botulisme par blessure et se déclare suite à l'inoculation d'une bactérie ou de spore de Clostridium dans une plaie. Cette forme de botulisme, elle est plus rare et toutes les formes de botulisme peuvent être mortelles et doivent être traitées en toute urgence. Son action sur l'organisme. On commence par la première phase qui est le développement de la bactérie dans les aliments. Bien sûr, le développement de Clostridium botulinum dans les aliments dépend des conditions du milieu. Bien sûr, la première condition, le milieu doit avoir un potentiel d'oxydoréduction qui est peu élevé. Cette condition est réalisée surtout dans les conserves en profondeur et dans les jambons. La deuxième condition, c'est un pH qui doit être supérieur à 4,5. Et la troisième condition, c'est une température supérieure à 10 et inférieure à 48 degrés. Dans les conserves mal stérilisées, les spores survivent et germent pour donner les formes végétatives viables du fait des conditions d'anaérobiose qui préexistent. La deuxième phase, c'est la sécrétion de la toxine et son mode d'action. Donc la toxine ou les toxines botuliniques sont produites en association avec des polypeptides non toxiques qui jouent peut-être un rôle protecteur dans le tube digestif contre l'action des acides et des enzymes protéolytiques. La toxine passe ensuite dans le sang et va gagner les récepteurs via les jonctions neuromusculaires. D'accord? Donc ces récepteurs qui vont se trouver au niveau des jonctions neuromusculaires. Les toxines botuliniques présentent deux chaînes reliées par des ponts disulfures. La chaîne lourde bêta comprend des domaines qui assurent la liaison au récepteur qui va se trouver sur la jonction neuromusculaire. Le mécanisme d'action de la toxine botulinique peut être représenté en 3 étapes. La première étape, c'est que la toxine va se fixer sur la membrane synaptique par la chaîne lourde bêta. La translocation de la partie A à l'intérieur de la terminaison présynaptique. Et la troisième étape, c'est l'inhibition de la fixation à la membrane présynaptique des vésicules qui contiennent de l'acétylcholine par scission des protéines permettant cette fixation. Donc, une fois la fusion des vésicules contenant l'acétylcholine la fusion de ces vésicules sera inhibée à la membrane, donc l'acétylcholine ne peut pas être libérée dans l'espace synaptique et par conséquent, il y aura une paralysie des muscles qui se trouvent en aval de ces synapses. La symptomatologie du botulisme, donc après une période d'incubation, donc allant de 2 à 24 heures, il apparaît d'abord une paralysie des muscles de l'accommodation avec une diplopie, qui est une vision double, des difficultés de déglutition et une sécheresse de la bouche. Dans les formes graves, les paralysies des muscles respiratoires vont se réaliser et par conséquent, il y aura mort du malade. La quatrième bactérie qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Staphylococcus aureus. Donc, les staph sont des cocci à grains positifs, ils sont catalases positifs et ayant un métabolisme fermentatif. La classification actuelle distingue une vingtaine d'espèces et seuls les staphylocoques coagulase positifs sont considérés comme pathogènes pour l'homme. Les staphylocoques colonisent la peau et le tractus respiratoire d'un grand nombre d'individus et sont souvent des pathogènes opportunistes. Ils sont fréquemment responsables de toxi-infections alimentaires
Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se multiplier dans les aliments variés et certaines souches sont capables de produire des entérotoxines thermostables qui ont une activité super antigénique. Donc, la contamination de l'aliment peut se faire d'une façon originelle, par exemple le lait des mammites. Donc, lorsqu'on récolte un lait à partir d'animaux atteints de mammites, donc ces mammites sont dus à des staphylocoques, donc automatiquement le lait sera contaminé par ces staphylocoques, mais elle résulte en général de la manipulation d'aliments par des porteurs sains ou des personnes atteintes d'une rhinopharyngite à staphylocoque ou des lésions cutanées à staphylocoque. Donc les aliments peuvent soit être contaminés soit d'une façon originelle lorsqu'elles sont récoltées à partir d'animaux malades, ou la contamination de l'aliment peut se faire soit par manipulation avec un porteur sain ou une personne malade qui est atteinte d'une rhinopharyngite à staphylocoque ou qui a des lésions cutanées à staphylocoque, comme par exemple un furoncle. Les aliments qui peuvent véhiculer ou qui sont le siège de multiplication ou de contamination par les staphylocoques sont les viandes, les poissons, les tranches de charcuterie, les plats cuisinés, les crèmes glacées, les crèmes pâtissières ou les aliments à faible activité d'eau, comme par exemple les produits de salissant, les laits concentrés et les laits en poudre. L'entérotoxine de Staphylococcus aureus est produite dans l'aliment dans la phase exponentielle de la croissance. Lorsqu'on ingère la toxine avec l'aliment contaminé, la toxine exerce directement ses effets biologiques sur ces récepteurs. Même si l'aliment qui renferme la toxine est réchauffé avant la consommation, cette toxine elle est thermostable et peut donc demeurer active lorsque toutes les formes viables de la bactérie ont disparu. Staphylococcus aureus produit au moins 7 types d'entérotoxines différentes, mais qu'elles sont proches. La plupart des souches ne produisent qu'un ou deux types de toxines et celle-ci peut être à l'origine d'une intoxication. Les entérotoxines staphylococciques sont différentes des autres entérotoxines. Elles sont constituées d'une seule chaîne d'acides aminés et elles ne provoquent aucune lésion de l'épithélium intestinal. Elles ont une activité dite super-antigénique. Qu'est-ce que ça veut dire une activité super-antigénique? Ça veut dire que ces entérotoxines sont capables d'activer au moins 50% des lymphocytes T, indépendamment de leur spécificité antigénique. L'activation massive de ces lymphocytes T va s'accompagner d'une activation massive du système immunitaire, une libération de cytokines de l'inflammation et la survenue d'un choc toxique. La symptomatologie d'une intoxication à Staphylococcus aureus, donc c'est une symptomatologie d'apparition brutale après une période d'incubation courte, en moyenne de 2 à 4 heures. Ils apparaissent de façon brusque et violente, des céphalées, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une diarrhée, et il n'y aura pas de fièvre. Comment peut-on prévenir les toxi-infections à staphylocoque? Donc, les toxi-infections staphylococciques peuvent être prévenues par des mesures d'hygiène et de respect des bonnes pratiques de production et de préparation des aliments, ainsi que le stockage des aliments à basse température pour inhiber la croissance bactérienne et donc inhiber ou stopper la sécrétion de la toxine. La cinquième bactérie qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les bactéries du genre Salmonella. Donc, les Salmonella appartiennent à la famille des entérobactéries. Ce sont des bacilles à gram négatifs, aéroanaérobies facultatifs et elles sont mobiles. Les Salmonella se cultivent bien sur les milieux ordinaires et possèdent les caractères suivants. Premièrement, elles fermentent le glucose, elles réduisent les nitrates en nitrites, elles sont oxydase négatives et lactose négatives. Le genre Salmonella comprend une seule espèce qui est Salmonella enterica. Cette dernière, elle comprend plusieurs sous-espèces subdivisées
sur la base de leur caractère antigénique en plus de 2000 sérovares qui sont tous responsables de gastro-entérite. Les salmonelloses peuvent être classées en deux catégories. On a les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes dues à des sérovares strictement humains qui sont Salmonella typhi et Salmonella paratyphi A et B. La transmission est strictement interhumaine et se fait par le biais de l'eau et des aliments souillés. La deuxième catégorie de salmonellose, ce sont les toxi-infections alimentaires et les gastro-entérites du nourrisson qui sont dues à des sérovares ubiquitaires et donc ces sérovares peuvent transiter chez l'homme et chez l'animal. Les réservoirs de salmonella responsables de gastro-entérite sont le tractus intestinal de l'homme et celui des animaux à sang chaud. Plusieurs mécanismes permettent le passage et la contamination de l'aliment. Premièrement, ces bactéries peuvent contaminer les aliments lors de la manipulation par les mains sales. Deuxièmement, les animaux d'élevage tels que le poulet et le bétail peuvent héberger des souches de salmonella pathogènes pour l'homme et donc, après l'abattage, ces bactéries peuvent contaminer les produits frais comme par exemple les œufs, les viandes et les produits laitiers. Les aliments les plus souvent mis en cause dans les salmonelloses sont les volailles, les viandes et plus particulièrement les viandes hachées, les laits, les produits laitiers, les crèmes glacées, les crèmes pâtissières et les coquillages, sans oublier les œufs. L'ingestion des aliments contenant des salmonella viables entraîne la colonisation de l'intestin grêle et du côlon. Les symptômes apparaissent progressivement entre 8 à 48 heures après la consommation. D'accord ? Donc, après la maladie, l'excrétion de salmonella se maintient pendant quelques semaines. Chez quelques patients, bien que guéris et asymptomatiques, l'excrétion de ces micro-organismes continue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ces derniers sont considérés comme des porteurs sains chroniques. La sixième bactérie, c'est le Campylobacter jejuni. Les campylobactères sont des bacilles à gram négatif, micro-aérophiles mobiles et de forme hélicoïdale. Quelques espèces sont pathogènes pour l'homme sont Campylobacter jejuni, Campylobacter coli et Campylobacter fetus. Les campylobactères sont transmis à l'homme par les aliments contaminés et ce sont essentiellement les viandes et les volailles, les coquillages et les eaux de surface non traitées qui sont le plus incriminés dans le processus de contamination. Campylobacter jejuni, c'est un commensal du tractus intestinal des volailles et donc la majorité des carcasses de ces animaux seront contaminées par cette bactérie. Lorsqu'on ingère un aliment contaminé, les bactéries du genre Campylobacter se multiplient dans l'intestin grêle et envahissent l'épithélium intestinal, entraînant une inflammation et donc la maladie. Les symptômes d'une infection sont une fièvre forte, des maux de tête, un malaise général, accompagné de nausées, de crampes abdominales, de diarrhée aqueuse et parfois cette diarrhée peut être sanguinante. Les symptômes persistent entre 7 et 10 jours et la guérison est souvent spontanée et complète. La prévention de ces infections repose sur l'hygiène personnelle, le lavage soigneux des volailles avant la cuisson, le lavage de tous les ustensiles qui sont en contact avec la viande, une cuisson convenable de toute la viande pour tuer la bactérie et donc éviter la contamination de l'eau. La septième bactérie qu'on va voir aujourd'hui et la dernière bactérie, c'est l'Escherichia coli. Donc, Escherichia coli sont des bactéries commensales qui colonisent le tractus intestinal de l'homme. Quelques souches sont pathogènes alimentaires potentiels. Toutes les souches pathogènes ont une action sur le côlon et quelques-unes se caractérisent par la capacité de produire des entérotoxines puissantes. Il y a environ 200 types de colis pathogènes pour l'homme, responsables de diarrhée potentiellement mortelle et d'infection du tractus urinaire. Les souches pathogènes sont regroupées selon leur catégorie, c'est-à-dire les souches
de colis pathogènes sont regroupés en différentes catégories selon la toxine qu'elles peuvent produire et la maladie qu'elles provoquent. Mais on distingue 4 catégories de colis pathogènes. On a les E. coli entéro-hémorragiques, les E. coli entérotoxinogènes, les E. coli entéropathogènes et les E. coli entéro-invasifs. On commence par les E. coli entéro-hémorragiques qu'on symbolise EHEC. EH pour entéro-hémorragique, EC pour E. coli, c'est-à-dire entéro-hémorragique E. coli. Les E. coli entéro-hémorragiques produisent une vérotoxine qui est une entérotoxine voisine de la toxine Shiga de Shigella dysenteria. C'est-à-dire là, les E. coli entéro-hémorragiques sont capables de produire une toxine proche de la toxine sécrétée par Shigella dysenteria. Après l'ingestion de nourriture ou de l'eau contaminée par une souche de colis entéro-hémorragique, qui est une souche bien connue, qu'on appelle E. coli O157H7, le micro-organisme se multiplie dans l'intestin grêle et produit la vérotoxine, c'est-à-dire l'entérotoxine. Cette entérotoxine est responsable de diarrhée sanglante et peut se compliquer d'une insuffisance rénale. Cette infection est due à la consommation de viande crue ou mal cuite, en particulier la viande hachée préparée industriellement. Cette souche de colis, c'est-à-dire O157H7, a été aussi impliquée dans des épidémies d'infections alimentaires liées à la consommation de produits laitiers, de fruits et de légumes crus. La deuxième catégorie de colis pathogènes, ce sont les E. coli entérotoxinogènes qu'on symbolise par ETEC, c'est-à-dire entérotoxinogènes E. coli. Ces souches de colis sont responsables de diarrhée de voyageurs. La diarrhée de voyageurs, c'est une infection entérique très courante qui se manifeste sous forme de diarrhée aqueuse qui atteint les individus qui voyagent dans les pays tropicaux ou tempérées chaudes. C'est-à-dire, cette souche de E. coli va provoquer une maladie appelée la diarrhée de voyageurs, qui est une diarrhée qui atteint les gens qui vont voyager dans les pays tropicaux ou tempérées chaudes. Donc, ces souches de E. coli, ils vont produire une ou deux entérotoxines thermosensibles qui sont responsables de la diarrhée aqueuse. Et ces infections sont transmises ou là, elles sont dues à l'ingestion d'aliments crus, comme par exemple les légumes frais, comme elles sont aussi dues à l'ingestion de l'eau contaminée par ces souches de colis. Donc, les E. coli entérotoxinogènes sont véhiculés par les aliments crus, comme les légumes frais, et par l'eau, d'accord? Elles sont dues à une souche de colis particulière appelée E. coli entérotoxinogène, capable de sécréter des entérotoxines thermosensibles qui vont donner une diarrhée aqueuse, et cette maladie survient surtout chez les personnes qui voyagent dans les pays tropicaux et dans les pays chauds. La présence des anticorps sécrétoires au niveau de la muqueuse intestinale prévient l'implantation de pathogènes dans la flore intestinale. Les micro-organismes peuvent par contre coloniser l'intestin d'un individu non humain et entraînant donc la maladie. Donc si la personne possède des anticorps sécrétoires au niveau de la muqueuse intestinale, cette bactérie ne peut pas s'implanter. Par contre, si la personne n'est pas immunisée, c'est-à-dire ne possède pas des anticorps sécrétoires contre cette bactérie peut coloniser l'intestin grêle et donc va entraîner la maladie. La troisième souche de colis pathogène, elle est appelée E. coli entéropathogène, qu'on symbolise EPEC, EP pour entéropathogène, EC pour E. coli. Donc entéropathogène, E. coli. Ces souches sont responsables de diarrhée chez le nourrisson et le petit enfant, mais ne sont pas invasifs ni producteurs de toxines. La quatrième
souches de colis pathogènes, ce sont les E. coli entéro-invasifs, donc qu'on symbolise par les lettres E, I, E, C, EI pour entéro-invasif, EC pour E. coli, donc entéro-invasif E. coli. Ces souches sont capables d'envahir la muqueuse colique et vont entraîner une diarrhée muco-purulente. Les bactéries sont internalisées dans les vacuoles d'endocytose qu'on appelle les phagolysosomes, qu'elles vont lyser et se multiplier dans le cytoplasme et d'envahir les cellules sous-jacentes. Cette maladie invasive est responsable de diarrhée. Elle est très fréquente dans les pays en voie de développement. Donc, voici un tableau qui va résumer les toxi-infections d'origine alimentaire, donc les toxi-infections alimentaires d'origine bactérienne, selon le mécanisme d'action du micro-organisme. On distingue trois catégories de micro-organismes. Les micro-organismes qui vont agir principalement par leur pouvoir invasif. Ils sont représentés par les Salmonella, les Shigella, les Campylobacter et Yersinia enterocolitica. La deuxième catégorie de micro-organismes, ce sont les micro-organismes qui agissent par la sécrétion d'une entérotoxine. Ils sont représentés par le Clostridium perfringens, par le Staphylococcus aureus, par le Bacillus cereus, par les E. coli entérotoxinogènes, E. coli entérohémorragiques, le Vibrio cholerae et le Vibrio parahemolyticus. La troisième catégorie de micro-organismes, ce sont les micro-organismes qui agissent par la sécrétion d'une toxine neurotrope ou d'une neurotoxine. Elles sont représentées par une seule espèce qui est Clostridium botulinum, qui produit une toxine qui agit au niveau du système nerveux central. Maintenant, on va voir les infections virales d'origine alimentaire. Parmi les virus qui sont responsables de pathologies humaines et qui sont transmises par les aliments, on peut citer le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite E, les rotavirus et l'adénovirus. La contamination des aliments par ces virus est souvent d'origine fécale. Pourquoi? Parce que la plupart des virions se retrouvent dans les matières fécales des personnes infectées. Dans ces conditions, les produits alimentaires les plus souvent impliqués sont l'eau et les produits de la mer et les végétaux crus, c'est-à-dire tout aliment qui ne subit pas une cuisson et qui est consommé d'une manière directe, c'est-à-dire il est consommé cru. Tous ces aliments sont susceptibles de véhiculer ces formes virales et donc peuvent causer une pathologie alimentaire d'origine virale. La troisième catégorie des infections alimentaires, ce sont les infections parasitaires d'origine alimentaire, c'est-à-dire les infections causées par des parasites. Les aliments peuvent être le véhicule de formes infestantes des parasites, comme les œufs, les larves, les formes adultes de vers, les kystes et les formes végétatives d'amidon. La quatrième forme d'intoxication alimentaire, ce sont les intoxications alimentaires dues aux amines biogènes. Donc, qu'est-ce qu'une amine biogène? Une amine biogène, c'est une molécule biologiquement active sur le système nerveux central et sur le système vasculaire. On retrouve dans cette catégorie d'amines biogènes des catécholamines comme l'adrénaline et la noradrénaline et la sérotonine. Dans le domaine alimentaire, le terme amine biogène désigne une amine non volatile telle que l'histamine, la cadavérine, la putricine, la spermine, la tyramine, la tryptamine, qui provient de la décarboxylation des acides aminés par les enzymes microbiennes. L'ingestion de ces amines peut entraîner des symptômes voisins de ceux d'une intoxication microbienne. Ça veut dire que les amines qui vont se trouver sur les aliments vont être décarboxylés par des enzymes microbiennes, par une décarboxylase d'origine microbienne pour former ces amines, et ces amines vont donner une symptomatologie, vont donner une intoxication, vont donner une symptomatologie voisine à une intoxication. Donc, dans les amines biogènes, on retrouve deux catégories, les amines aliphatiques et les amines aromatiques. Dans les amines aliphatiques, on retrouve la putricine, la cadavérine et la spermidine.
Dans les amines aromatiques, on retrouve l'histamine, la tryptamine et la tyramine. Pour la formation, donc ces amines, ils résultent de la décarboxylation des acides aminés libres au cours du métabolisme des plantes, des animaux et des micro-organismes, mais la contamination microbienne d'un aliment peut entraîner une production excessive de ces amines et par conséquent une intoxication. L'acide aminé histidine, par l'action de la décarboxylase microbienne, peut donner l'histamine. Cette histamine, lorsqu'elle est ingérée par l'homme, elle donne une vasodilatation, une stimulation de la sécrétion gastrique, une dégranulation des basophiles et par conséquent une allergie. Le tryptophane, lorsqu'il est décarboxylé par la décarboxylase microbienne, il donne la tryptamine. Cette tryptamine va être transformée en sérotonine. Cette sérotonine agit comme neuromédiateur cérébral. La lysine, par l'action de la décarboxylase microbienne, va donner la cadavérine et cette dernière, lorsqu'elle est consommée, elle donne une accélération du péristaltisme intestinal et par conséquent une diarrhée. Quels sont les aliments concernés par la formation de ces amines biogènes? Ce sont 3 catégories. Les produits de la pêche, comme par exemple les scombridés, les sardines, les anchois et les pilcards. Les produits laitiers, comme par exemple les fromages, le gruyère, cheddar, l'edam, le gouda et les l'emmental. Et en dernier lieu, les produits carnés. Tous ces produits peuvent être le siège de formation d'amines biogènes et donc peuvent causer une intoxication alimentaire dont la symptomatologie est proche d'une intoxication microbienne. Donc, par cela, on a terminé le cours des toxi-infections et des intoxications alimentaires.